Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien des aigles où nous accueillons aujourd'hui Matteo Dominici. Matteo Dominici est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans la durée sur des aspects de renseignement économique, de sourcing pour le milieu agricole et d'autres aspects plus diplomatiques, dirons-nous, mais il y reviendra certainement. Matteo, je te propose de te présenter pour les auditeurs de l'entretien. Bonjour à tous, bonjour Olivier, merci pour m'avoir permis de participer à un de tes podcasts. Je m'appelle Matteo Dominici, je suis de père italien et mère française. J'ai un parcours un peu varié dans plusieurs domaines. J'ai vécu 4 ans en Chine où j'ai travaillé dans le monde viticole. J'ai vécu 6 ans au Maroc où j'ai fait un master en relations internationales et j'ai ouvert une société dans le domaine de l'agriculture. Et en même temps, en parallèle, j'ai pu travailler dans l'oil and gas pour une compagnie chinoise basée à Dubaï. Ce qui m'a permis, si tu veux, de m'approcher vraiment au sens le plus proche de la diplomatie, c'est-à-dire à la diplomatie d'affaires. Et donc, en ayant touché des réseaux un peu sensibles, je pense que c'est bien de partager avec l'auditoire certaines expériences. Actuellement, je me retrouve sur Genève en tant que représentant permanent d'une organisation avec le statut économique et social des Nations Unies, où j'essaye de porter ma voix, on va dire, à de plus haut niveau. Super, très beau parcours tout ça. Aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est les relations modernes entre la France et l'Italie. Alors, ton côté italo-français et ce souci du commerce international va t'amener à nous partager un point de vue très intéressant, j'en suis sûr. Matteo, toi qui as ce profil ancré dans les relations internationales, avec une solide culture et une solide expérience, peux-tu nous donner ton avis sur l'évolution de la société italienne et de ses relations avec le reste du monde depuis les années 50? Alors Olivier, pour revenir à ta question, l'Italie est sans doute un pays fascinant pour sa complexité stratégique et socio-économique, qui en font un cas d'étude indispensable dans le monde de la diplomatie et des relations internationales. Effectivement, si tu veux comprendre ce modèle économique et sociopolitique de la péninsule, il faut que tu reviennes à l'après-guerre, qui est la période fondamentale pour la croissance du pays, qui grâce au boom des années 60, lui a permis de se hisser à la troisième rang, donc des pays les plus industrialisés d'Europe, derrière bien sûr l'axe franco-allemand. Je vais bien sûr, parce qu'on n'a pas tout le temps, je ne vais pas pouvoir te tracer tout ce qui s'est passé, mais en soi, l'Italie sortait de l'après-guerre comme un pays détruit physiquement et moralement, car en fait avec l'alliance avec l'Allemagne de Hitler, Mussolini avait mis son pays vraiment dans les pays perdants, donc le fascisme, et ensuite la guerre civile, chose qui a vraiment détruit le pays dans son aspect moral et dans la complexité entre les factions. Ce qui se passe, c'est qu'avec le Recovery Plan, le plan Marshall, le plan de 1948, 14 milliards de dollars, les États-Unis décident de reconstruire l'Europe. Et à partir de l'Europe, bien sûr, de reconstruire l'Italie, qui à l'époque, si tu veux, dans les années suite à l'après-guerre, dans les années 60-70, qui correspondent un petit peu aux années de la guerre froide, l'Italie représentait le parti communiste le plus imposant et le plus important sur le continent européen. Du fait aussi de sa position géographique, l'Italie a toujours été un pays de transit et un pays au milieu de différentes routes. Et en plus, la politique étrangère italienne a toujours été, à partir de Mattei, qui était le fondateur de Eni, le géant pétrolier italien, une politique plutôt philo-arabe. D'ailleurs, Mattei avait été le premier à proposer un dispatch, si tu veux, des royalties sur le pétrole à 50-50 avec les pays producteurs. Chose qui n'avait pas du tout plu aux Sept Sœurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, entre 60, 70, 80 ? Beaucoup d'ingérence des services étrangers, des services de renseignement étrangers à partir des États-Unis, donc tout ce qui est CIA, en passant par le Mossad israélien, se sont impliqués dans la structuration de la politique locale italienne. Et pour te citer une opération qui a été très touchée, qui a impacté, on va dire, l'Italie,
c'est de l'opération Blue Moon, où la CIA a introduit dans les années 70-80 l'héroïne dans les jeunes générations italiennes. Et en fait, si tu veux, ça a porté à la mort d'une génération politique, qui aujourd'hui est la génération des 60-70 ans, qui devrait être plus présente sur le panorama politique, mais qui ne l'est pas. Donc, pour revenir et finir avec ta question, si tu veux, ce cocktail de conjonctures particulières a sans doute contribué activement à faire de l'Italie un pays compliqué à gouverner. Mais cependant, c'est un pays qui reste très influent et qui est respecté en matière de coopération et de relations internationales grâce à cette diplomatie passe-partout, qui, comme je t'ai dit, venait dans la politique moderne, on va dire, dans l'histoire moderne, venait de Mattei, mais on peut la retrouver dans de grands personnages tels Matteo Ricci, Machiavelli ou encore Marco Polo. Voilà. Quel parcours et quelle histoire mouvementée. Nous avons une génération complète qui a grandi en maturité des années 90 à aujourd'hui. Donc, ta génération est la mienne. Quel regard portes-tu sur le rapport de l'Italie avec la France, justement, depuis ces 30 dernières années? Bah, écoute, le rapport entre la France et l'Italie est sans doute un rapport particulier, qui est souvent dicté par les agendas géostratégiques, économiques, diplomatiques des deux pays, qui sont situés des deux côtés des Alpes. Si on va dans le contexte, d'un point de vue socio-culturel, les deux cousins se ressemblent, même si historiquement, bien sûr, la France a une unité territoriale et politique qui est vachement plus ancrée par rapport à la jeune péninsule italienne qui a été unifiée seulement à partir de 1861. Donc ça, automatiquement, ça impacte sur l'histoire sociopolitique et socio-économique des deux pays. Historiquement, la France est souvent intervenue dans la politique intérieure de l'Italie. Et ça, il faut bien le rappeler, il faut bien le citer. Donc, à partir des campagnes napoléoniennes, après, à partir de la domination de la famille royale des Savoie, qui ont permis, entre guillemets, l'unification de l'Italie, mais en même temps, le dispatch, donc Nice et la Savoie sont devenues françaises, donc tout ce qui était règne de Sardaigne, moi je suis piémontais, donc on a contribué énormément à ce que l'Italie s'unifie. Et après, dans l'histoire moderne, ce que je t'avais dit tout à l'heure, donc l'affaire Mattei, pour laquelle on a soupçonné la DGSE et Total d'être complice dans l'assassinat de ce directeur du grand géant pétrolier Eni. Et bien sûr, pour revenir à nos jours, le fait que l'ingérence de la République française dans l'asile politique pour les terroristes des Brigades Rouges, tels par exemple Cesare Battisti. Donc, sur un plan politique et économique, les deux pays, ils représentent par contre, c'est important de le souligner, une force européenne qui est non négligeable, parce que tous deux sont pays membres fondateurs de l'ancêtre de l'UE, qui est l'ACK, qui était fondée donc sur tous les producteurs d'acier et de charbon. Et aujourd'hui, les deux pays aussi sont assez importants au sein de l'Alliance Atlantique, donc de l'OTAN. Donc si on veut, aujourd'hui, on peut résumer le rapport entre les deux pays, je dirais surtout sur les interactions entre les deux peuples, bien sûr, entre les interactions interétatiques, politiques, et bien sûr économiques, qui font de la France le deuxième partenaire de l'Italie derrière l'Allemagne, et de l'Italie, bien sûr, la France est le troisième partenaire l'Italie est la troisième partenaire de la France derrière l'Allemagne et la Chine. Donc, pour conclure, je pense que ce sont des rapports qui sont allés crescendo, bien sûr, mais qui sont toujours un petit peu, au-delà de l'aspect sportif lié au football, mais il faut toujours comprendre cette dynamique d'un pays comme la France, qui a quand même un passé colonial, un passé de superpuissance à partir des empires, et qui l'Italie est c'est un jeune pays unifié, qui est cependant dans le G7, donc qui a quand même une force économique très importante. Et pour te donner juste un chiffre, dans l'après-guerre, dans le boom des années 60, dis-toi que l'Italie a produit plus en termes de PIB en 50 ans, et de richesse en termes de PIB en 50 ans, que Angleterre et France ensemble en 150 ans. Ce qui te donne vraiment le poids de la force du tissu économique de la péninsule.
quelle puissance qui ne mérite que de l'attention et qui n'aurait que besoin finalement d'éclore aujourd'hui. Donc très concrètement, parlons justement de cette puissance. Vu que l'Allemagne est en quelque sorte désengagée du triangle d'or d'influence européen, parce qu'elle se la joue perso plutôt que collectif. C'est une tendance d'ailleurs qui s'affirme depuis plusieurs mois. Il y a, on peut constater, un nouvel élan qui est donné à l'Italie et à la France. Pour toi, dans ce contexte-là, qui nous domine, quels sont les marchés clés qui vont tirer avantage de cette situation ? Alors, il ne fait aucun doute que le Covid ait pu impacter de façon concrète la géopolitique et l'économie stratégique européenne. Bien sûr, dans la première phase, c'était peut-être lié à la stratégie sanitaire que chaque pays allait utiliser ou que l'Union européenne en soi allait utiliser. Et après, on a eu la crise politico-économique qui s'est développée à partir de l'invasion russe en Ukraine. Et ça a bien sûr boosté beaucoup de pays sur la typologie de stratégie qu'ils allaient adopter. L'Allemagne, en étant très dépendante des importations russes, bien sûr, a dû trouver une stratégie qui peut-être n'était pas la même que l'Union souhaitait. Donc à la fin, elle a dû rentrer dans les rangs de l'Union parce que ça reste un pays fondateur. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce bloc occidental qui s'est formé. Et par contre, malgré, donc il y a un bloc occidental, on va dire, contre la Russie, mais après, pour tout ce qui est approvisionnement en ressources, chaque pays cherche sa stratégie au-delà de l'aspect donc de l'Union en soi, de l'Union européenne. Donc c'est pas l'Union européenne qui va traiter avec les différents pays pour le compte de l'Union, mais c'est chaque pays qui cherche sa stratégie. Et on l'a bien vu, hein, la France s'est tournée vers le Qatar, les Émirats arabes unis, hein, forte de sa politique pro-nucléaire interne, donc qui déjà la rend moins dépendante des énergies étrangères, des approvisionnements à l'étranger, mais en tout cas, néanmoins, elle s'est positionnée sur tout ce qui est le Proche Moyen-Orient, donc elle a basé ses axes sur le Qatar et les Émirats arabes unis. L'Allemagne, elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Contre toute attente au niveau climatique, elle a réactivé les centrales à charbon, et elle s'est tournée vers l'Afrique subsaharienne, en particulier le Sénégal, où on a trouvé ce nouveau gisement entre Sénégal et Mauritanie, qui est le gisement Tortue, où il pourrait y avoir effectivement des ressources en gaz très imposantes. Et enfin, l'Italie, elle, par contre, elle a repris son rôle d'importance, son rôle de pays au centre de la Méditerranée, parce que en fait, elle s'est axée, elle a visé l'Algérie, qui est un pays qui a des relations avec l'Italie assez importantes depuis un moment. Et donc, du fait que l'Algérie s'était froissée avec l'Espagne pour la question du Sahara occidental, l'Italie est intervenue, est devenue le premier partenaire de l'Algérie. Ensuite, avec Eni et la force de frappe de Eni, il y a l'Égypte, le Mozambique, l'Angola et l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui deviennent en fait des fournisseurs principaux de l'Italie, qui va devenir après le spot, le hub pour l'Europe du Sud et bien sûr, j'imagine aussi pour l'Europe du Nord, à savoir ce que fera la Norvège. Donc pour revenir à ta question initiale, je pense que ça va sans dire, les secteurs stratégiques où va dépendre le futur de l'Union, je pense, restent sans doute l'énergie, secteur clé de l'énergie, que ce soit l'approvisionnement énergétique comme la production énergétique, donc les renouvelables, bien sûr, le nucléaire. L'Italie a dit non, ça fait longtemps, mais qui sait qu'est-ce qui peut se passer. Après, il y aura l'agriculture, avec les variables de l'AgTech, de la durabilité, tout ce qui est Environment, Social Governance, des nouveaux benchmarks, et bien sûr du commerce lié à l'agriculture, donc tout ce qui est ag-food, l'agri-chain et la gestion en fait des ressources naturelles, mais en impliquant bien sûr les nouvelles technologies, tout ce qui est gestion de sol, gestion de l'eau. Et enfin, je pense que la fintech, donc tout ce qui dépend des nouvelles technologies visant le monde économique et bancaire, aura certainement un espace privilégié dans le futur de l'Italie, comme de la France, mais bien sûr dans sa totalité au niveau du continent européen.